Le message vocal était glaçant. Un véritable appel d'effroi. Impossible de discerner clairement s'il s'agissait des cris d'agonie humaine ou peut-être le râle lointain d'un animal blessé. Par moments, on percevait une voix humaine, mais les mots restaient brouillés, indéchiffrables. C'est ce message étrange qu'Henri a laissé sur le répondeur de son frère Timothée à 2 heures du matin. De son vrai nom, Joseph Toukoubé, Henri Toby McCabe était un homme à la fois ambitieux et inspirant. Il incarnait l'espoir d'un nouveau départ, le symbole d'un optimisme indéfectible. Sa vie reflétait celle de nombreuses personnes forcées de quitter leur terre natale à cause de guerres civiles ou de conditions économiques insoutenables, pour tenter de se reconstruire sur une terre étrangère qu'elle finirait par appeler chez elle. Henri est né au début des années 1980 au Libéria en Afrique de l'Ouest. Il a grandi dans son pays natal, menant une enfance marquée par la chaleur et les traditions locales, jusqu'à ce que son adolescence soit brutalement interrompue par la guerre civile qui a ravagé le Libéria. Face à ce chaos, Henri et sa famille n'ont eu d'autre choix que de fuir pour trouver un refuge ailleurs. À partir de la fin des années 1980, le Libéria sombrait dans une instabilité politique extrême, traversant 2 guerres civiles dévastatrices. Les causes de ces conflits étaient multiples et complexes. Le régime totalitaire du président Samuel Doe avait engendré une profonde méfiance et des tensions sociales. La disparité entre les différentes ethnies et classes sociales avait nourri les ressentiments, tandis que les interventions des puissances étrangères, soutenant parfois certaines factions en conflit, avaient prolongé la guerre. Les conséquences de ces affrontements furent catastrophiques. Des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées, la destruction quasi totale des infrastructures du pays et une crise humanitaire d'une ampleur inédite. C'est dans ce chaos total qu'Henri et sa famille, comme de milliers d'autres personnes fuyant la guerre, ont passé des années dans des camps de réfugiés. Leur périple les a d'abord menés au Ghana, où ils ont trouvé un abri temporaire. Puis une opportunité leur a permis d'immigrer aux États-Unis, un tournant décisif dans leur quête de stabilité et d'espoir. À son arrivée sur le sol américain, Henri n'a pas tardé à chercher sa place dans cette nouvelle société profondément différente. Déterminé à construire un avenir, il s'inscrit à l'université où, après des années de persévérance, il décroche une double licence en comptabilité et en économie. Mais Henri ne s'est pas limité à une réussite académique et professionnelle. Non. Il a aussi tissé des liens solides sur le plan humain en s'intégrant à la communauté libérienne du Minnesota. Il a pu trouver un équilibre entre 2 mondes. Trouver ceux qui partagent son héritage et son expérience sur une terre étrangère, tout en s'intégrant pleinement à sa société d'adoption. Dualité entre attachement à ses racines a façonné Henri en un homme ancré dans la résilience et l'espoir. C'est lors d'une soirée organisée par la communauté libérienne où Henri était très actif qu'il a rencontré Karine, celle qui allait devenir sa femme. Karine, elle aussi d'origine libérienne, était assise à une table avec une amie. Les 2 femmes bavardaient joyeusement, riant de temps à autre, tandis qu'Henri, de l'autre côté de la pièce, l'aperçut. Elle était belle, ça ne faisait aucun doute, et quelque chose en elle attira immédiatement son attention. Prenant son courage à 2 mains, Henri s'avança vers leur table avec un sourire chaleureux et demanda poliment s'il pouvait se joindre à elle. Les 2 femmes, charmées par son approche,
acceptèrent avec un sourire complice. Ce qui commença par une conversation légère et animée se transforma en une discussion profonde et passionnée. Karine, captivée par l'assurance et la sincérité d'Henri, tomba sur son charme. Leur connexion fut immédiate et indéniable. Ils se rapprochèrent très rapidement et après seulement quelques mois scellèrent leur amour par un mariage. Une histoire qui témoigne d'une rencontre fortuite, rendue possible par un mélange de hasard. La vie n'a pas tardé à sourire à Henri et à Karine. La nature généreuse leur a offert leur premier enfant peu de temps après leur mariage, une petite fille. Quelques années plus tard, une deuxième fille est venue agrandir la famille. Et sur le plan professionnel, tout allait pour le mieux. Henri travaillait pour le service des impôts en tant qu'auditeur, un poste qui lui permettait de mettre à profit ses compétences en économie et en comptabilité. Ceux qui croisaient le chemin d'Henri ne pouvaient qu'admirer cet homme à l'optimisme contagieux. Sa vie était une source d'inspiration. Fuir une guerre dévastatrice pour se reconstruire et réussir dans un nouveau pays. Henri rayonnait de cette énergie positive, encourageant quiconque l'entourait à poursuivre ses rêves. Amical et social, il était le genre de personne qui vous faisait vous sentir écouté et valorisé. Mais Henri ne se contentait pas de son succès professionnel, non. Il avait des ambitions bien plus grandes. Et l'un de ses objectifs les plus ambitieux était de retourner au Libéria et de s'impliquer dans la politique de son pays natal. Il portait en lui un véritable passion pour la justice sociale et le changement politique. Son ambition ultime, devenir chef d'État du Libéria. Un rêve audacieux, surtout pour quelqu'un qui avait fui ce même pays en quête de sécurité. Henri passait de longues heures à lire, écrire et réfléchir sur des sujets politiques. Il aimait discuter d'enjeux politiques avec quiconque acceptait d'en débattre, partageant ses idées avec une ferveur qui reflétait sa détermination. Pour lui, retourner au Libéria, c'était plus qu'un rêve, c'était un devoir, une mission. Son ambition aussi impressionnante et courageuse est à saluer. Peu auraient eu le courage de nourrir un tel projet. Mais Henri, lui, il croyait fermement qu'il pouvait contribuer à bâtir un avenir meilleur pour son pays natal. Mais la vie avait-elle décidé autrement? Est-ce un acte du destin? Une tragédie imprévisible? Ou bien l'œuvre d'un humain? Henri avait-il volontairement offensé quelqu'un? Ses ambitions politiques étaient-elles devenues si sérieuses qu'il faille le réduire au silence? Ou alors était-ce un geste venu de plus près? Peut-être même de son propre entourage, de celles qui partageaient sa vie? Les questions restent sans réponse. Mais ce qui est certain, c'est que Henri n'aura jamais la chance de voir où ses ambitions et ses rêves auraient pu le conduire. En septembre 2015, un événement tragique et inexpliqué se produira. Un événement si soudain et énigmatique qu'il plongera ses proches dans la stupeur et deviendra une énigme. Un mystère qui, jusqu'à ce jour, demeure irrésolu. Depuis leur mariage et la naissance de leurs 2 filles, les années avaient déjà passé. Mais le lien qui unissait Henri et Karine avait perdu de sa force. L'amour qui vibrait à ses débuts s'était terni comme c'est le cas parfois. On commence avec les yeux qui brillent et un jour, on se retrouve avec des yeux pleins de larmes. Ce qui les avait unis, l'attirance, l'amour et l'espoir d'une vie commune, s'était effrité. Le divorce frappait à leur porte. Karine avait pris une décision difficile. Elle était partie en Californie avec leurs 2 filles, laissant Henri seul au Minnesota, l'état où ils avaient bâti leur vie ensemble. Henri, bien que blessé par cette séparation, restait dans la maison qui autrefois était un foyer. Désormais
vide de sa chaleur familiale. Le dimanche 6 septembre 2015, le week-end de la fête du travail, s'annonçait comme une journée ordinaire. Henri, encore en instance de divorce et vivant seul, décida de sortir pour se changer les idées. Il rejoignit deux de ses amis, William Kennedy et Johnson, pour une soirée en boîte de nuit. Selon le témoignage de William et Johnson, Henri avait beaucoup bu ce soir-là. Était-ce pour oublier les tourments de son mariage brisé? Pour noyer dans l'alcool les regrets et la solitude? Nul ne pourrait le dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que cette soirée allait marquer le début d'un mystère tragique. Un mystère qui reste irrésolu à ce jour. Vers 2 heures du matin, après avoir passé une soirée animée, Henri et William décidèrent de rentrer. Étant donné qu'Henri n'avait pas de véhicule, c'est William qui se chargea de le raccompagner. Selon les déclarations de William à la police, tout semblait normal jusqu'à ce que Henri reçoive un appel. C'était Karine au bout du fil. La conversation entre eux s'envenima très rapidement, prenant un ton de dispute. Henri semblait agité. Une fois la conversation terminée, il se tourna vers William et lui dit brusquement « Arrête le véhicule ». Surpris, William demanda pourquoi, soulignant qu'il n'était pas encore arrivé chez Henri. Mais Henri insista. « Je veux descendre. Arrête-toi. » William, encore plus déconcerté, obéit. Il s'arrêta à une station-service située à 5 kilomètres environ de la maison d'Henri. Sans offrir plus d'explications, Henri descendit du véhicule et disparut dans la nuit. William, toujours intrigué mais ne voulant pas insister, reprit la route et rentra chez lui. William estima que cet incident s'était produit entre 2h et 2h15 du matin. Ce qui motivait Henri à descendre ainsi restait flou. Est-ce la dispute avec Karine qui l'avait mis hors de lui? A-t-il simplement besoin d'air ou voulait-il marcher pour se calmer avant de rentrer chez lui? Personne ne le sait, mais ce moment étrange marqua la dernière fois qu'Henri fut vu vivant par quelqu'un qui le connaissait. Le mardi 8 septembre 2015, soit 2 jours après la mystérieuse nuit du dimanche au lundi, la police reçut l'appel de Timothée, le frère d'Henri. Timothée s'était rendu à l'appartement d'Henri, inquiet de n'avoir reçu aucune nouvelle depuis un moment. Il expliqua que son frère ne répondait pas à ses appels. Il n'avait été vu ni entendu depuis plus d'une journée. 2 agents de la police se rendirent à l'appartement d'Henri pour enquêter. Ils ne trouvaient rien de suspect. L'appartement était en ordre, comme s'il avait été quitté temporairement. La voiture d'Henri était toujours garée à sa place dans le parking. Pourtant, aucune trace d'Henri. Timothée précisa que la dernière fois qu'il avait parlé à son frère remontait au samedi 5 septembre, avant la soirée fatidique. Depuis, tous ces appels aboutissaient directement à la messagerie vocale. Le même jour, Karine contacta la police pour faire sa propre déclaration. Elle confirma qu'elle n'avait pas réussi à joindre Henri non plus. Elle expliqua que la dernière fois qu'ils s'étaient parlé remontait aux premières heures du lundi 7 septembre, vers 2h23 du matin. Selon Karine, Henri semblait dans un état étrange, presque délirant durant leur conversation. Inquiet après cet appel troublant, Karine avait tenté de joindre Timothée pour lui demander de vérifier si Henri allait bien. Mais Timothée n'avait pas répondu à ce moment-là. Karine mentionna que, d'après ce qu'elle savait, Henri était sorti avec 2 de ses amis, William Kennedy et Johnson, cette nuit-là. Les témoignages de Timothée et Karine renforcèrent la gravité de la situation. Henri avait disparu depuis plus de 24 heures et les dernières interactions rapportées avec lui
était empreinte d'inquiétude et de mystère. Les enquêteurs devaient désormais reconstituer le puzzle. Avec les informations recueillies, la police contacta Jonathan qui confirma les détails fournis par Karine. Il expliqua qu'ils étaient effectivement avec Henry ce soir-là au club et qu'après la soirée, Henry était rentré avec William. Et comme William l'avait mentionné, il l'avait déposé près d'une station-service. Les autorités commencèrent alors leurs recherches pour retracer les derniers mouvements d'Henry. Mais à leur grande surprise, aucune vidéo ne montrait Henry à cet endroit-là. Pire encore, il n'y avait aucune vidéo de William déposant qui que ce soit près de la station. Cependant, la police obtint une autre piste grâce à une vidéo de surveillance d'une banque. On y voyait Henry retirer de l'argent à 11h24 le soir du 6 septembre, peu avant de rentrer au club avec ses amis. Ce détail confirmait les propos de William qui avait mentionné cet arrêt à la banque avant la soirée. La disparition d'Henry devient un sujet de préoccupation majeure dans la communauté libérienne du Minnesota. Les membres de la communauté solidaire et déterminée n'attendirent pas pour agir. Ils imprimèrent et distribuèrent des affiches de recherche dans tout le quartier. En plus de cela, ils organisèrent des groupes de volontaires pour fouiller les environs, particulièrement dans la zone où Henry avait été vu la dernière fois, espérant trouver un indice qui pourrait éclairer ce mystère. Malgré tous leurs efforts, Henry restait introuvable. L'absence de preuves tangibles et les zones d'ombre dans les témoignages rendaient l'enquête de plus en plus complexe, plongeant ses amis et proches dans une inquiétude grandissante. Une semaine après la disparition d'Henry, la police convoqua à nouveau Karine. Lorsqu'elle entra dans le bureau de l'enquêteur, elle s'attendait à devoir une fois encore répondre aux nombreuses questions auxquelles elle avait déjà répondu. Elle était persuadée d'avoir partagé tout ce qu'elle savait. Après cette assise, l'officier tenta de la rassurer, puis lui demanda d'écouter attentivement un enregistrement. Karine, intriguée, prêta l'oreille. La première écoute la laissa perplexe. Ce qu'elle entendait n'était pas clair. L'officier rejoua le fichier une deuxième fois, puis une troisième fois, avant de lui poser une question troublante. Mais Karine ne savait pas quoi répondre. Ce qu'elle entendait ne ressemblait pas vraiment à une voix. C'était une série de sons dérangeants. Des bruits confus, difficiles à identifier. L'officier lui révéla alors la source de l'enregistrement. Il s'agissait d'un message laissé par Henry sur le répondeur de son frère Timothée. Ce message avait été enregistré à 2h28 du matin pendant le dernier appel qu'Henry avait passé à Karine. Ce soir-là, Karine, inquiète de l'état d'Henry, avait tenté de créer un appel à trois entre elle, Henry et Timothée, espérant que ce dernier répondrait et pourrait aller chercher son frère. Mais Timothée n'avait pas décroché. Ce qu'Henry disait à Karine avait automatiquement été enregistré dans la boîte vocale de Timothée. À l'époque, Karine avait interprété les propos confus d'Henry comme un délire dû à l'alcool et à la fatigue. Mais en écoutant cet enregistrement avec la police, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Les détails exacts de ce qu'elle entendait étaient difficiles à cerner. Les sons étaient étranges et troublants. Est-ce des cris d'agonie, des mots mal formés sous l'effet de l'alcool ou autre chose? Quoi qu'il en soit, le contenu de cet enregistrement glaçait le sang. Ce n'était pas un simple délire. Il laissait entendre qu'Henry avait vécu quelque chose de terrifiant. Mais ce qu'il essayait d'exprimer restait un mystère.
Après cet événement troublant, l'enregistrement glaçant, la police comprit qu'il ne s'agissait plus d'une simple disparition, mais que la vie d'Henry était potentiellement en danger. Ils décidaient de rappeler William et Jonathan pour obtenir plus de précisions sur les événements de la soirée du 6 septembre 2015. William explique qu'il avait assisté à un barbecue le 6 septembre organisé par un ami en commun nommé Emmanuel. Henry était également présent. Après avoir bien mangé et passé un moment convivial, ils décidèrent d'aller en boîte de nuit pour continuer la soirée. Avant de se rendre au club, Henry retourna à son appartement pour y laisser sa voiture. Il monta ensuite dans le véhicule de William. En chemin, ils furent un arrêt à la banque où Henry retira de l'argent au guichet automatique. Ce détail avait déjà été confirmé par la police grâce aux vidéos de surveillance où l'on voyait Henry retirer $200 à 11h24. Sur la vidéo, après le retrait, Henry s'était éloigné dans un coin pour uriner avant de courir à travers le parking pour remonter dans la voiture. De là, ils se dirigèrent directement vers le club. La soirée au club se déroula bien avec Henry et Jonathan profitant de la soirée festive. À 11h45, William décida qu'il était temps de rentrer. Henry, n'ayant pas son propre véhicule, demanda à William de le raccompagner chez lui. Pendant le trajet, Henry reçut un appel de Karine et selon William, la conversation s'envenima rapidement. Et Henry semblait très agité. Peu de temps après, Henry demanda à William de s'arrêter près d'une station-service. William hésita, mais Henry insista. Il le déposa donc à cet endroit vers 2h15. Et ce fut la dernière fois qu'il vit Henry. Jonathan, de son côté, apporta une perspective curieuse de la soirée. Il déclara qu'il était arrivé un peu plus tard au club. Henry était présent et semblait passer un bon moment. Dès qu'Henry le remarqua, il s'approcha de lui, lui fit un câlin, puis lui tendit son portefeuille. Jonathan, surpris, lui demanda « Mais pourquoi tu me donnes ton portefeuille ?» Henry répondit en souriant « Souviens-toi, je te dois quelque chose. Je ne t'ai pas invité à ton anniversaire. » Jonathan trouva cela étrange, mais ne poussa pas plus loin. Il garda le portefeuille d'Henry pour la soirée, pensant qu'il le lui rendrait plus tard. Jonathan, bien qu'étonné par le geste d'Henry de lui confier son portefeuille, expliqua qu'il l'avait gardé pour le lui rendre plus tard. Mais, peu de temps après, lorsqu'il cherchait Henry dans le club pour le lui restituer, réalisa qu'Henry avait déjà quitté les lieux sans même lui dire au revoir. En vérifiant son téléphone, Jonathan découvrit qu'il avait un appel manqué d'Henry. Cette déclaration sembla cohérente avec les récits précédents, mais un détail inquiétant persistait. William avait affirmé déposer Henry à une station-service. Pourtant, les vidéos de surveillance de la station ne confirmaient pas cette version. Pas de traces de William ni d'Henry. Un autre détail surgit. William avait en sa possession les clés de l'appartement d'Henry. Il expliqua à la police qu'Henry les avait laissées dans sa voiture sans qu'il ne s'en aperçoive immédiatement. Cela signifiait qu'Henry, à 2h du matin, se retrouvait dans la rue sans son portefeuille, sans ses clés, juste son téléphone. 10 jours après la disparition d'Henry, un élément nouveau fit surface. La police entra en contact avec un informateur confidentiel. Une personne affirmant connaître Henry depuis longtemps. Cet individu révéla qu'Henry lui avait souvent parlé de ses ambitions politiques au Libéria, des rêves qu'il nourrissait pour son pays natal. L'informateur fit une déclaration troublante. Il croyait fermement qu'Henry était mort et accusait William de l'avoir fait.
Les accusations de l'informateur n'avaient pas vraiment de preuves, il n'y avait pas de base solide de ce qu'il avançait, en fait. Le 9 octobre, Karine fit une découverte cruciale en utilisant le Google Maps Timeline associé au compte Google d'Henri. Service qui enregistre les trajets effectués par le téléphone révéla que la nuit de sa disparition, Henri avait voyagé sur l'autoroute 65 en direction du sud après avoir quitté le club. Le trajet s'arrête brusquement lorsque le téléphone cessa d'émettre un signal. Détail contredit la version de William qui affirmait avoir déposé Henri à une station-service complètement différente. C'était complètement à l'opposé de l'autoroute 65. Cet endroit, il y a aussi une station-service. Et les vidéos de surveillance de cette station-service montrent réellement Henri qui sortait d'une voiture ressemblant à la voiture de Williams. Donc, c'est vrai, William avait déposé Henri à une station-service. Mais ce n'est pas la station-service qu'il avait mentionnée à la police. La police déploya des moyens considérables pour fouiller la zone boisée, mais cela ne donna pas de résultat. Lorsqu'on interrogea Williams sur la contradiction entre sa version initiale et la preuve de la vidéosurveillance de cette nouvelle station d'essence, il déclara qu'il s'agissait d'une simple erreur, expliqua qu'il n'avait jamais été certain de l'endroit exact qu'il avait déposé Henri cette nuit-là. William explique que l'heure tardive et l'ambiance après la soirée l'avaient laissé confus. En parallèle, l'enquête s'élargit pour explorer pression personnelle et professionnelle. Henri était au bord du divorce. Karine avait quitté le Minnesota pour la Californie avec leurs 2 enfants. Et cette séparation pesait lourdement sur lui. Proches et collègues de service qu'Henri semblait émotionnellement affecté, bien qu'il en parlait rarement en détail. Au ministère du Revenu du Minnesota, où Henri travaillait comme auditeur, il subissait également une pression importante. Henri travaillait sur un audit d'entreprise particulièrement exigeant, ce qui avait probablement amplifié son anxiété. Certains collègues d'Henri mentionnent que Henri avait exprimé son désir de retourner en Californie auprès de Karine et les enfants. Ces propos reflétaient ses problèmes émotionnels, mais Henri n'avait jamais donné de détails explicites. Le 2 novembre 2015 à 16 heures, près de 2 mois après la disparition d'Henri McCabe, un homme pratiquant le kayak fit une découverte macabre. Alors qu'il avançait sur l'eau, il remarqua quelque chose flottant à la surface. Curieux, il s'approcha pour mieux voir, mais fut saisi par l'effroi. C'était un corps humain. L'homme alerta immédiatement les autorités. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils confirmèrent la terrible réalité. Un corps avait été trouvé flottant sur l'eau. Le corps fut transporté au bureau du médecin légiste du comté de Ramsey. Les examens dentaires confirmaient ce que beaucoup redoutaient. Il s'agissait effectivement des restes d'Henri McCabe. Le 18 novembre 2015, le bureau du médecin légiste publia un rapport confirmant les conclusions. Cause probable du décès, noyade en eau douce. Aucune blessure traumatique. Il n'y avait aucune marque de violence évident ou signe indiquant une attaque physique ou un homicide sur le corps d'Henri. Le rapport n'a pas pu confirmer pourquoi et comment Henri s'était retrouvé dans le lac. Plusieurs théories ont émergé autour de cette affaire. Certains parlent d'un accident, d'autres évoquent un S. L'idée d'un S s'appuie sur l'état mental supposé d'Henri. Une hypothèse issue des échanges entre les enquêteurs et le superviseur de ce dernier, tel que consigné dans les rapports de police. Il est possible qu'Henri ait souffert davantage que ce que son entourage aurait perçu. Et si cela est vrai,
son ex serait une issue plausible. Ceux qui défendent la théorie de l'accident. Cette théorie semble le plus probable, pour certains soutenue par des éléments convaincants. Les gens ont mentionné la quantité d'alcool consommée par Henry ce soir-là. En état d'intoxication avancée, il aurait insisté de descendre à une station-service au hasard. Il est probable qu'il ne pensait pas clair. Plusieurs pistes criminelles invoquées, souvent en lien avec William Kennedy. La dernière personne confirmée avoir vu Henry vivant. Bien que des images montrent que William avait vraiment déposé Henry à la station-service, certains évoquent qu'il aurait pu revenir le chercher. Pourquoi l'aurait-il déposé, revenir le chercher pour lui faire du mal après? Ça n'a pas de sens en fait. D'autres soupçons se tournent vers Karen, non pas parce qu'elle aurait fait directement du mal à Henry, mais parce qu'elle aurait caché des informations à la police. Deux individus, David et Timothy, affirment que Karine disait savoir qu'Henry était toujours en vie. Il accuse d'avoir tenté de contrôler les informations et retenir des preuves. Interrogée par la police, Karine a démenti ces allégations, affirmant qu'il s'agissait juste d'un malentendu. Elle a affirmé que sa conviction qu'Henry était toujours vivant reposait juste sur un pressentiment, qu'elle avait transmis tout ce qu'elle savait à la police. Un autre point de controverse concerne le fait que Karine n'a pas rappelé Henry après avoir reçu le message vocal inquiétant. Karine a déclaré qu'elle n'avait pas bien entendu ce que Henry disait en ce moment-là. Elle ne savait pas la gravité des bruits, des cris que Henry émettait. Et certaines personnes disent que peut-être que c'est Karine qui a commandité des gens pour faire du mal à Henry. Parce que Henry était infidèle et c'était ça la cause de leur divorce. D'autres théories pointent vers la conviction politique d'Henry. Bien qu'il ne soit pas opposant politique actif, mais simplement un homme intéressé par la politique, avec des ambitions dans ce domaine, certaines personnes estiment qu'il aurait pu être ciblé pour cette raison-là. Enfin, Karine elle-même a suggéré une piste criminelle liée à la communauté libérienne. Elle confirme à la police qu'Henry et ses frères avaient dû fuir le Libéria parce que leur père engagé dans la politique avait été empoisonné. Pendant la guerre civile, eux, ils ont fui le Libéria à cause de la guerre, mais également leur père était engagé dans la politique et il avait été empoisonné. Elle a émis l'hypothèse qu'Henry aurait pu être tué par quelqu'un ayant un lien avec le gouvernement libérien. Il n'y a pas de preuves pour soutenir tout cela. En conclusion, l'histoire d'Henry McCabe, mystérieuse et troublante énigme, qui mêle des éléments personnels, sociaux et peut-être politiques, laissant des questions sans réponse.